14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant 2 heures sur Sud Radio et je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon sur les mœurs des Français qui ont tellement évolué depuis maintenant pratiquement 40 ou 50 ans. Alors l'idée de cette émission, elle m'est venue en parcourant ce livre d'un sociologue qui s'appelle Daniel Welser-Lang. Alors il a beaucoup écrit sur le sujet, mais ce que je trouve en tout cas intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il évoque aussi la mutation des hommes. Parce que depuis de nombreuses années, on parle des femmes, de leur évolution, de leur sexualité, mais il me semble bien aussi que les hommes sont également bousculés par les nouveaux repères que nous propose la société. Alors normalement, c'est Sophie Cadalen qui a beaucoup écrit sur les fantasmes, sur le désir qui devait être avec nous. Puis la pauvre, elle est aphone. Alors je lui ai bien dit que le sperme c'était bon pour la voix, mais je crois qu'elle n'a pas eu envie d'essayer. Donc malheureusement, elle n'a pas pu venir. Mais c'est pas grave puisque Arthur Vernon la remplace au pied levé. Alors d'abord, je voulais vous remercier, Arthur Vernon. Merci d'être là. Avec plaisir, Brigitte. Et c'est bien parce que vous avez beaucoup écrit, vous aussi, sur l'évolution de la sexualité. Je sais que vous avez beaucoup écrit, notamment sur les questions de fidélité, d'infidélité. Vous avez écrit même des spectacles sur les fantasmes féminins. Vous avez maintenant un site sur lequel vous pouvez aider les gens à réaliser leurs fantasmes. Que je ne me trompe pas, je confonds toujours les deux, le mysweetfantasy.com. Et puis vous avez également un bar à fantasmes, le Sweet Paradise, qui se trouve 12 rue Marie Stuart dans le 2e. Donc vous êtes très au fait de ce qui se passe dans la sexualité des Français. Et donc on va en parler avec eux, puisque nous avons beaucoup de Français qui nous écoutent sur Sud Radio. Et n'hésitez pas à nous appeler pour témoigner, et surtout venez nous dire si vous trouvez que c'est mieux, que la sexualité aujourd'hui est plus libérée, que finalement la sexualité des gens va mieux, ou si au contraire vous trouvez que c'est moins bien avec ces questions de consentement, de harcèlement, etc. Et bien sûr, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Mais d'abord, Arthur Vernon, votre avis. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Je pense que tout n'est pas tout rose, tout noir. Je pense qu'il y a pas mal de nuances dans cette évolution. Si on devait faire quelque chose de global, je dirais qu'il y a eu, je pense, en 40 ans, des progrès, je dirais même assez significatifs, dans le sens où on a quand même aujourd'hui la thématique de la sexualité qui est plus grand public, qui est moins tabou. Donc on peut plus facilement en parler, on peut plus facilement avoir une sexualité libre. Cela va des sujets de l'homosexualité par exemple, où il y a encore une quarantaine d'années, c'était quand même un lourd fardeau. Oui, là-dessus, il y a aujourd'hui, c'est évident. Il y a quand même eu des gros progrès sur l'acceptation. Je pense que c'est vraiment les personnes homophobes sont vraiment très marginale, et c'est vraiment elle qu'on va regarder avec un œil très très bizarre. Aujourd'hui, c'était évidemment pas le cas il y a 40 ans, donc il y a eu un gros progrès heureusement sur ce sujet. Et puis même, je dirais, dans le monde hétéro, je pense qu'il y a plus d'ouverture. Je pense qu'il y a encore une fois 30-40 ans, on était un peu plus dans un mood de faire sa vie avec une unique personne, encore la recherche du prince charmant et de se marier, d'avoir des enfants et un partenaire unique toute sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que la sexualité est plus complexe. Ce n'est pas uniquement peut-être un unique partenaire toute sa vie. Ça peut être quelque chose de décorrélé du sentiment amoureux. Alors ça, c'est aussi un petit peu révolutionnaire. Et si on regarde encore une période encore plus récente, on va dire les 5 dernières années, on a peut-être eu aussi un petit gap générationnel dans le sens où les réseaux sociaux ont permis à des jeunes de s'éduquer à la sexualité bien plus que leurs parents, leurs aînés. Tout simplement parce que leurs parents et leurs aînés n'avaient pas les outils. Alors certes, il y a eu Internet depuis déjà une vingtaine d'années, mais Internet, le temps que ça se mette en place, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a notamment un réseau social qui s'appelle Instagram, où il y a un certain nombre de demoiselles, donc des jeunes femmes, qui se sont emparées du sujet de la sexualité. Alors, je ne sais pas pourquoi davantage des jeunes femmes que des jeunes hommes, mais en tout cas, ces jeunes femmes ont trouvé que le sujet de la sexualité était très intéressant, et elles se sont mis à créer des comptes. Alors, elles ne sont pas forcément sexologues, elles n'ont pas forcément toutes les connaissances, je dirais, la légitimité scientifique pour le faire, mais elles ont fait des recherches dans leur coin, elles ont travaillé le sujet et elles ont partagé leur point de vue. Et
eh bien, ça a fait que ça a rencontré un énorme écho. On a des pages Instagram ainsi qui sont vues par des centaines de milliers de jeunes. C'est énorme. Il y a vraiment eu un impact très important. Et ces jeunes s'informent ainsi sur la sexualité. Et il y a beaucoup d'idées reçues d'il y a encore 10-20 ans qui aujourd'hui sont battues en brèche parce que quand même, globalement, ces comptes ne disent pas trop de bêtises. Un petit peu peut-être, mais pas trop. Et donc, ils sont quand même très utiles d'un point de vue éducatif. Et éducatif, c'est pas ce qu'on nous apprend au lycée, mettre un préservatif, se protéger des maladies. C'est vraiment éducatif sur comment on fait pour avoir du plaisir, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout se passe bien, le consentement, mais aussi les choses plus positives, parce qu'il y a des choses très sympathiques, évidemment, dans la sexualité, en dehors des maladies ou des problèmes de consentement. Et donc, je pense que pour ces jeunes, la sexualité devient plus naturelle, plus normale, plus ludique, d'une certaine façon. Alors, j'aimerais bien aller dans votre sens, sauf que les enquêtes le prouvent, les jeunes font moins l'amour. Beaucoup moins l'amour et de moins en moins. Oui. Alors, c'est ça, moi, qui me pose quand même problème, parce que si vous aviez raison totalement, il y aurait plus de sexualité chez les jeunes. Moi, je pense qu'il y a aussi des écueils. Voilà, je disais tout à l'heure, tout n'est pas rose. Oui. Alors là, j'ai dit les choses plutôt positives. Effectivement, quelles sont les choses qui posent problème aujourd'hui ? Je pense qu'il y a eu aussi, je reprends toujours cette période de 5 ans, parce que si on revient à 5 ans, on est quasiment 2018, on a eu cette fameuse vague MeToo. Cette vague MeToo, je pense qu'elle a beaucoup marqué certains hommes qui ne s'étaient jamais posé de questions, qui se sont pris un petit peu de face le fait que plein de femmes se trouvaient harcelées, agressées, et eux-mêmes ont remis en cause peut-être même leurs propres pratiques. Alors d'abord, peut-être, ils ont vu à quoi les femmes étaient confrontées, même si eux n'avaient absolument rien à se reprocher, mais peut-être que ça les a aussi interrogés. Et forcément, ça a fait qu'ils devaient se reposer des questions et se dire, mais alors comment doit-on faire ? Comment faire pour de nouveau interagir sainement, sereinement avec les femmes ? Est-ce que c'était aussi évident que ça ? Je ne pense pas. Et quelque chose que le mouvement MeToo a complètement zappé. À mon avis, les harceleurs, ça les a pas beaucoup fait évoluer. Je pense qu'il y a des hommes qui en effet se sont rendus compte que peut-être ils se posaient pas assez la question de l'accord de la femme. Ça, je suis d'accord avec vous, mais les gros balourds, à mon avis, ils sont toujours là, et ceux-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont maintenant très facilement identifiables, ne serait-ce que par les femmes. C'est-à-dire que maintenant, une femme, il y a peut-être 10 ans, elle n'aurait pas osé réagir. Aujourd'hui, elle a le fameux gros balourd qui n'aurait pas intégré le concept MeToo. À mon avis, il aura beaucoup plus de mal à arriver à ses fins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, est-ce que le mouvement MeToo, par contre, a complètement zappé et effectivement qui est problématique, c'est qu'il n'y avait pas, ça c'est un point de vue personnel, mais il n'y avait pas un tel déséquilibre homme-femme en 2017-2018. Il y avait des choses qui n'allaient pas, mais pas uniquement du côté des femmes. Et moi, mon grand regret personnel, c'est qu'à jamais on a parlé du problème des hommes. Et effectivement, il y a un revers de la médaille. Le MeToo a vraiment insisté effectivement sur les problématiques des femmes, et en disant derrière, c'est le patriarcat. Donc de façon générale, les hommes sont des grands méchants, ils ont dominé les femmes, et à partir de là, on n'a même pas essayé de savoir, mais pourquoi les hommes seraient-ils méchants ? Pourquoi sont-ils tous méchants ? Moi, je sais qu'il y a un livre fondamental sur le sujet, un livre de Peggy Sastre qui s'appelle « La domination masculine n'existe pas ». Titre évidemment provocateur, mais lorsqu'on regarde le sujet, on s'aperçoit que malgré tout, évidemment, les femmes disposaient de beaucoup de pouvoir, et souvent le fait de pouvoir choisir leur partenaire. Moi, il y a juste dans ce livre, il y a une statistique fondamentale qui est: qui se reproduit sur cette planète ? Parce que l'objectif de tous les êtres vivants, les tout petits animaux, les cellules, les virus, tout, l'objectif c'est de se reproduire. Donc nous avons une programmation biologique dans notre ADN de se reproduire. Qui se reproduit aujourd'hui ? Les femmes, 2 fois plus que les hommes. 2 fois plus que les hommes. Est-ce qu'on est vraiment dans un monde patriarcal ? Non, on est à la base. Qu'est-ce que vous entendez par les femmes se reproduisent 2 fois plus que les hommes ? Parce qu'il faut quand même un spermatozoïde pour se reproduire. Oui, ça veut dire que les femmes vont avoir des enfants 2 fois plus que les hommes. Si on regarde juste la descendance. Parce que je crois comprendre ce que vous dites, mais il me semble que c'est important de préciser pour les auditeurs. Ça veut dire qu'il y a énormément de femmes qui font des enfants toutes seules. C'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 2 qui fait un enfant toute seule. Non, là on parle du monde. Ça veut dire que potentiellement même, ou alors avec des hommes différents. C'est-à-dire un homme va avoir peut-être plusieurs femmes, mais en tout cas, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas transmettre leurs gènes. Beaucoup d'hommes, 2 fois plus d'hommes ne vont pas transmettre leurs gènes par rapport à des femmes.
Donc il y a une compétition sexuelle, et dans cette compétition sexuelle, les hommes sont des perdants par rapport aux femmes. C'est un sujet fondamental. Plus d'hommes que de femmes sur la planète? Non, il y a très légèrement... Non, donc ça, c'est un vrai sujet. Là, les statistiques sont très importantes sur le sujet. Donc, dans cette course évolutionnaire, qui est quelque chose qui est au plus profond de notre programmation génétique, les femmes dominent largement le sujet. Mais ça se voit bien dans la vie de tous les jours. On voit bien que si un homme a envie d'avoir une relation sexuelle, il va avoir beaucoup plus de mal qu'une femme. Et ce qui est évident aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui préfèrent vivre seules que de se mettre avec un homme. Et il y a beaucoup d'hommes qui quelque part, sont quittés par les femmes et non pas, c'est pas l'inverse, bien sûr. Les femmes prennent le pouvoir, ça c'est évident, mais moi j'ai toujours pensé qu'elles l'avaient. Alors, vous voyez, je vous rejoins. En fait, en tout cas, il y a eu un équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire après qu'il y a eu beaucoup de victimes et d'abus, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, les femmes avaient effectivement le pouvoir et donc forcément les hommes ont essayé de fanfaronner. C'est comme dans tout le monde animal, avec les coqs, on a essayé de se faire plus beau et chacun a fait une espèce de concurrence pour conquérir le monde, de devenir le patron. Que fait l'empereur de Chine lorsqu'il devient empereur de Chine? Il fait la cité interdite. Qu'y a-t-il dans la cité interdite? Il y a 1000 concubines. C'est un petit peu audacieux, un peu ambitieux, mais c'est pareil. Les grandes conquêtes des hommes masculins... Je pense quand même, Arthur Vernon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je crois qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre. C'est que pendant des siècles, on n'avait pas tellement le choix pour que l'humanité survive. Il fallait que les hommes aillent à la guerre, il fallait que les femmes, elles enfantent pour qu'il y ait justement des enfants qui puissent même travailler très jeunes et ensuite aller à la guerre ou faire des enfants. Et c'est comme ça que l'humanité a survécu pendant des siècles. Et finalement, c'est depuis qu'on a accès à la contraception, à l'IVG, aux machines, et qu'il y a quand même beaucoup moins de guerres, même si je n'ignore pas évidemment qu'il y en a encore, que la population a augmenté énormément et puis donc forcément les rapports hommes-femmes maintenant ont changé parce que les femmes travaillent, donc sont libres de choisir ou pas d'avoir un partenaire. Il y a une époque où, quand vous lisez les annonces du chasseur français après la guerre, les femmes cherchaient un bon parti. Elles cherchaient pas un bon amant, elles cherchaient un bon parti parce que de toute façon elles ne travaillaient pas. Donc on voit bien que c'est finalement la libération de la condition des femmes qui a fait évoluer les relations hommes-femmes, avec forcément des avancées sexuelles et puis peut-être une difficulté maintenant à tenir son couple, peut-être des difficultés à savoir ce que c'est que l'engagement, de la solitude, beaucoup, je crois, et puis tous les problèmes aussi des nouvelles technologies qui isolent peut-être parfois plus qu'elles ne permettent de rencontrer dans la vraie vie. Je suis 100% d'accord. Si on a cette évolution qui est possible aujourd'hui, notamment sur les 5 dernières années depuis MeToo, c'est évidemment du fait qu'il y a une possibilité économique pour les femmes d'être totalement indépendantes. Et donc, en fait, ce que les hommes avaient fait, parce que les hommes, en fait, étaient face au refus potentiel des femmes sur les dizaines, il y a 100 ans. Et donc, forcément, leur objectif, c'était d'accroître leur fortune pour se dire, on était dans un jeu un peu économique qui n'avait pas grand-chose à voir avec le romantisme, mais qui était de se dire, au moins, je vais essayer de pouvoir séduire le mariage, l'amour, finalement, n'est pas si récent que ça. Et au contraire, très récent. On va faire une petite pause et puis on va voir ce que nous disent nos auditeurs. Dans un instant, c'est Stéphane qui sera avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Arthur Vernon, que vous pouvez évidemment retrouver dans de nombreux endroits et de nombreux ouvrages également. Et on va commencer avec Steph et non pas Stéphane, excusez-moi. Alors c'est intéressant parce qu'on commence fort. Vous étiez une femme, vous êtes désormais un homme, c'est bien ça? Bonjour. Exactement. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Steph. Alors ça aussi, ça a quand même pas mal évolué. C'est plus facile aujourd'hui de changer de genre, comme on dit, qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui, non, après, certains pensent aujourd'hui du coup que c'est juste tendance. Donc c'est pas forcément pris sérieusement. Si, c'est quand même beaucoup plus entendu aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, je peux vous assurer. Moi, je me suis intéressée au transgenre il y a plus de 30 ans. Donc, je peux vous dire que c'était quand même terriblement compliqué. Ah, mais ça a toujours m'apprécié jusqu'aujourd'hui. On va dire, les personnes sont tendance à dire « Ah, mais tu fais ça, est-ce que tout le monde le fait ?» Et on va dire, ils pensent que ça va passer. Non, mais qui est chez les jeunes un courant un peu comme ça de mode, de rébellion, je suis pas bien, donc c'est que je suis pas du bon genre, ça c'est vrai. Mais ça veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas des personnes qui en effet ont fait la démarche
personnellement, parce que c'était vraiment une démarche comme pour eux. Je suppose que c'est votre Oui, cas. oui, non, mais ça, clairement, on va dire, c'est juste plus au moins au niveau de l'entourage. L'entourage, des fois, ne prend pas les choses sérieusement, se dit juste que... Voilà, moi, en tout cas, ça a été mon cas, c'était le cas de quelques autres personnes. Aujourd'hui, vous vous sentez reconnu dans votre évolution d'identité ou toujours pas? Ben, on va dire vis-à-vis de ma famille, toujours pas, vu que maintenant, il n'y a plus de contact avec personne. Mais auprès de mes amis, auprès des autres, oui, il n'y a aucun souci. Et vous avez été jusqu'à l'opération ou pas? Alors moi, j'ai fait l'opération en haut, je ne l'ai pas faite en bas, parce que je trouve que les résultats ne valent pas le coup pour l'instant, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Certaines personnes le voudront. Donc vous avez fait l'ablation des seins? Exactement. Vous aviez une forte poitrine? Moyenne. Mais ça vous dérangeait en fait? Totalement. Parce que c'est ça qui est souvent très intéressant à comprendre. Et là, je parle pour les auditeurs. Excusez-moi si je vous pose une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, Steph. Vous ne répondez pas. Mais ce qui est toujours compliqué à comprendre pour les gens, c'est que quand on a envie de changer de genre, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qui nous est assez insupportable, qui est trop présent et qui nous rappelle sans cesse qu'on est ce qu'on ne veut pas être. Alors, pour moi, de base, en fait, c'était que j'ai vraiment eu une période où je me haïssais, les hommes pour avoir eu un corps que je n'avais pas eu. Et j'ai dû faire le deuil de cette idée qu'un jour je pourrais avoir ce corps-là, mais je me suis fait l'idée qu'un jour je pourrais modifier mon corps. Maintenant, il a fallu que je regarde chaque modification et me dire est-ce qu'elle valent le coup ou pas. C'est bien d'ailleurs de ne pas se précipiter. Moi, c'est toujours le conseil que je donne. Attention, parce qu'il y a des choses qui sont irrémédiables et après, on peut le regretter. Donc, si vous prenez le temps à chaque fois de bien analyser les choses, vous avez été suivi, j'imagine Oui, après, on va dire, ça a été plus de la réflexion personnelle que de la réflexion psychiatrique. Sans parler de psychiatre, on peut parler avec quelqu'un qui va vous pousser dans vos retranchements et qui va vous aider à éclairer les parts d'ombre chez vous pour mieux comprendre d'où vient ce désir qui est tout à fait entendable aujourd'hui. Et ça m'interpelle quand même parce que vous dites je haïssais les hommes pour le corps qu'ils avaient. J'avais une jalousie extrêmement envers eux. Ouais. Et ça vient de... Vous aviez quel âge quand ça a commencé ce rejet? À partir du moment où en fait les formes ont commencé à se développer, donc je dirais vers 13-14 ans. Et ça continue jusqu'à 24 ans. Et vous pouviez en parler à quelqu'un ou pas? À ce moment-là, non. Après, quand j'ai pu prendre la distance avec ma famille, qui est extrêmement traditionnelle, là, j'ai pu en parler. Ah oui, donc j'imagine bien pour votre famille, si elle est très traditionnelle, c'est un peu compliqué. Sûr et certain. Mais bon, vous trouvez tout de même que dans la société, on va dire, a globalement, pas tout le monde évidemment, et malheureusement, mais globalement évolué vers une reconnaissance plus importante sur la question de la transidentité? Oui, après je pense qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dû au fait que les droits que chacun veut continuent d'évoluer. Donc là, ça y est, la transsexualité a été acceptée. On peut faire un changement de genre assez facilement auprès de l'État. Vous pouvez changer votre carte d'identité. Alors moi, je pose une question très intéressée. Et votre sexualité, alors, comment ça se passe? Vous êtes attiré par les hommes, par les femmes Ça me fait extrêmement rire parce que 90% du temps, c'est la première question. Je suis désolée. Je suis désolée, mais c'est la question que tous les auditeurs se posent. Vous n'êtes pas obligé de répondre, je vous ai dit. Il n'y a aucun souci, mais pour moi, en fait, on va dire, il y a un gros lien qui est fait dans ce cas-là entre l'identité sexuelle, donc ce qu'on aime, la manière dont on se représente, et l'orientation sexuelle, c'est-à-dire la personne qu'on a en face. Et pour moi, je leur ai toujours dit, écoutez les gars, j'étais bi avant, je serai bi après. Donc pour moi, il n'y a aucun changement. Donc vous êtes aussi bien attiré par des hommes que par des femmes. Exactement. Et même si contre toute attente par après... ça me paraît évident que l'orientation, elle est la même avant et après la transformation. Oui, mais on va dire, pour moi, ça n'avait aucun lien à voir, mais en fait, il y a eu un petit lien par après. Oui. Dans le sens où, il y a 6 ans, donc un petit peu avant la période du MeToo, tout ça, mon coming out, c'était qu'auprès de mes proches, parce que j'avais peur de la réaction de la société. Et donc certains partenaires sexuels que j'avais me considéraient juste comme une femme. Et on va dire, j'ai eu droit à tous les gros clichés, toutes les idées reçues. Les gens se concentraient sur ma poitrine, sur mon sexe, ils me dominaient. Et
j'étais mal à l'aise déjà par rapport à moi de base au côté trans, mais je pense que certains de ces actes, une femme, peu importe laquelle, aurait été mal à l'aise. Par exemple, une fois, on m'a forcé un cunnilingus, je n'étais pas du tout OK avec ça. Et je pense, en ayant parlé avec d'autres personnes, que c'est la même auprès de certaines femmes. Alors que depuis que j'ai eu mon coming out, déjà, j'ai dû me tourner vers des personnes plus ouvertes d'esprit parce que je suis trans, et pas tout le monde accepte ça. Bien sûr, ça peut déranger, bien sûr, oui. Voilà, et puis je suis trans, il n'y a pas forcément de mode d'emploi, de clichés qui vont avec au niveau sexuel. Donc, avec les derniers partenaires que j'ai eus, notamment le dernier partenaire, on a décidé de tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que on va inclure dans le sexe, même hors pénétration, tout ce qui va être caresse, découverte du corps. Ça peut être du coup pénétrocentré, ça va être des fois même sans orgasme. Et c'est aussi un sexe un petit peu sans genre. C'est-à-dire que il n'y a pas de question d'un homme ou d'une femme. C'est juste celui qui veut être actif et actif quand il se sent, celui qui veut être passif et passif quand il se sent, et c'est tout. Et je pense que là, je joue aussi, j'ai 30 ans. Ceux qui sont plus jeunes que moi ont à peu près les mêmes mœurs que moi, voire même plus libérés. Il y a le côté polyamoureux notamment. Oui, qui s'est beaucoup développé également C'est sur ça. les dernières années. Voilà, moi je ne peux pas, moi personnellement j'ai besoin d'une relation exclusive, mais voilà, certains y arrivent et tant mieux pour eux si jamais ils sont contents là-dedans. Mais je vois que c'est extrêmement répandu de plus en plus. Ouais. Bah, c'est un sujet qui est totalement différent de la transidentité pour le coup. C'est un sujet de société également, qui a un lien avec la sexualité, mais effectivement qui n'a pas de rapport direct. Non, c'est deux choses bien différentes. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, excusez-moi, décidément, excusez-moi. Merci beaucoup de ce témoignage pour démarrer l'émission. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. On fait une petite pause et on retrouve notre Sexy News. C'est Philippe Renaud aujourd'hui qui va nous parler d'une bombe. Est-ce que c'est une femme, une bombe atomique, ou est-ce que c'est la vraie? On va le savoir dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Arthur Vernon, nous accueillons Philippe Renaud. Bonjour Philippe. Et bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Philippe. C'est une bombe sexuelle que vous nous annoncez? Écoutez, Brigitte, moi j'ai été étonné j'ai reçu un pavé là d'un de mes amis, beaucoup de gens le connaissent, l'historien André Benjabar qui vient d'écrire l'histoire secrète de la bombe atomique française. Ça m'est tombé des mains tellement vous allez voir les évidences. Ça vient de paraître au Cherche Midi dans le contexte des menaces russes autour d'une guerre nucléaire. Et ça m'interroge sur le qualificatif de bombe, et vous allez voir les parallèles, parce que je me suis interrogé, on sait un peu, mais le qualificatif de bombe qui a longtemps été accolé aux stars très charnelles du cinéma des années 60, était-ce par la forme et les proportions de leur poitrine, souvent qualifiées d'obus, C'est vrai. par le caractère explosif des signaux érotiques qu'elle produisait, peut-être, ou tout simplement par le contexte historique des années 50, 60, où se déroulèrent les premiers essais nucléaires, mais en même temps, les premiers essais d'une sexualité explosive en Occident. Alors je vous rappelle les faits. En avril 1946, l'Amérique tombe sous le charme d'une star. Qui est la star en 1946 ? Le film emblématique de Charles Wildor, Gilda, c'est Rita Hayworth. Mais ça va être l'une des plus grosses productions hollywoodiennes. Le contexte est explosif, encore une fois. Il y a beaucoup de qualificatifs, vous allez le voir. On est en 1946, les soldats américains découvrent cette idole à leur retour du front. On l'appellera populairement par son prénom, on ne parle que de Rita. Elle devient l'une des plus belles femmes du monde et surtout un objet de fantasme masculin. Et elle va le rester pendant très longtemps. Un véritable culte s'instaure autour d'une image magnifiée par la publicité. C'est-à-dire c'est une Rita éblouissante, majestueuse, sensuelle, hypnotique. Ce qu'Edgar Morin, le premier livre d'Edgar Morin, on oublie, c'est son travail sociologique sur les stars. Ah oui. C'est ce qu'Edgar Morin, vous avez raison, oui. Edgar Morin qualifiera de sex symbole. À tel point que pour les mâles américains, eh bien, elle va devenir un emblème national, un symbole de la beauté absolue et, dans un parallèle avec le point culminant de la fin de la guerre, une véritable bombe atomique. Alors, quel parallèle encore va-t-on faire? L'histoire ne s'arrête pas là. Rita Hayworth sera profondément blessée par ce parallèle. Lorsque le 1er juillet suivant, là on était en avril 46, en juillet 46, l'Amérique procède
à l'explosion de sa 3e bombe atomique. Après Hiroshima et Nagasaki, c'est la bombe Able, la première bombe qui est lâchée après les 2 premières. Mais pour la blague, pour un clin d'œil, les soldats américains, c'est loin d'être une blague, décident de coller une image sur l'ogive qui va être lancée en guise de bonne chance. C'est la photo de Rita Hayworth. Une photo qui fera le tour du monde, elle est très connue, elle est collée sur la bombe atomique et Rita en sera bouleversée pendant toute sa vie. Le parallèle de l'atome avec le corps féminin ne s'arrête pas là. J'ai trouvé autre chose. Toujours en 1946. C'est-à-dire que je pense que la bombe était dans toutes les têtes. On avait vu ces champignons et ça bouleversait tout le monde. En 1946, un ingénieur français, Louis Réad, il est fabricant de tricots et de vêtements. Et il a une boutique qui s'appelle les Folies Bergères. C'est une boutique de lainage à Paris. Il va entrer en compétition avec un costumier de théâtre qui s'appelle Jack Haim. Pour créer, ils ont un concours, le plus petit maillot de bain au monde. Oui, le fameux bikini. On va voir, vous allez voir Brigitte. Haim dégaine le premier et il va créer son maillot de bain. Comment l'appelle-t-il? Atome. Culotte, soutien-gorge bouffant, c'est petit, mais c'est tout à fait un petit peu plein, c'est bouffant. Réa réagit en associant, et c'est son trait de génie, ça a été dit 50 fois, 2 triangles de tissu inversés, reliés par des fines lanières, nettement plus petits que l'atome, et qu'il va nommer à ce moment-là Bikini, du nom de l'atoll de Bikini, où les Américains font leur lieu d'expérience des bombes américaines. La guerre des 2 pièces s'est soldée à l'avantage du bikini, bien sûr. On en parle toujours, d'ailleurs, ça s'appelle toujours un bikini. Et alors, moi, je croyais que ce qualificatif de bombe était disparu, car dans le contexte actuel, avec aussi quand même un caractère très genré de l'idée de bombe au niveau du corps féminin, je pensais que c'est... Eh bien, j'ai trouvé 3 ou 4 chansons actuelles qui parlent toujours de bombe. Il y a des articles qui disent d'une fille « c'est une bombe », alors que c'est quand même un qualificatif qu'on pourrait dire même un peu machiste, très genré. Et je vais simplement je vais pas vous chanter la chanson, mais je vais vous la dire. La chanson notamment du DJ Amida. Vous connaissez DJ Amida? Non. Je l'ai découvert en 2020, c'est tout récent. Et ce DJ chante une chanson qui s'appelle « C'est une bombe ». Alors je vais le chanter, je vais le scatter. Elle est belle, c'est une bombe. Elle répond pas, elle bombe. Elle a un sourire, de fou. Elle m'attire. Tu la regardes et tu tombes. Donc je crois que la bombe, c'est pas terminé, alors que c'est quand même quelque chose de très machiste, quelque chose qui est... Mais c'est quand même intéressant de voir d'abord l'origine de ce terme et le fait qu'il se poursuit, il existe toujours. Certainement qu'il va disparaître parce que quand même, c'est pas très genré comme histoire. En tout cas, c'est passionnant et ça montre bien finalement que l'histoire est toujours faite de symboles. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la sexualité, c'est que si on la voit du point de vue symbolique, on est quand même un peu plus... c'est quand même plus intéressant. Et la sexualité est rythmée aussi par tout un tas d'événements politiques, événements comme la fin de cette guerre. Mais la sexualité est quelque chose d'explosif. Mais le terme va peut-être rester, puisque moi, je peux entendre parfois des jeunes demoiselles dire d'un homme « Ah, c'est une bombe ». Bien sûr. Maintenant, voilà, l'aspect machiste disparaît un petit peu si les femmes se réapproprient le terme également entre elles. Et chez les jeunes, on a aussi un aspect un peu consumériste d'un point de vue sexualité. Oui, et puis votre verge se termine par un champignon. Il me semble. Donc, vous voyez, la comparaison avec la bombe atomique... et ça explose. Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Rappelez peut-être le titre du livre pour ceux qui nous écoutent. Le livre d'André Benjabar s'appelle « L'histoire secrète de la bombe atomique française ». C'est très étonnant parce qu'on l'a oublié, mais nous avons une bombe atomique. On a fait des essais qui ont été destructeurs, comme Bikini est connu, l'atoll, parce qu'on n'a pas décontaminé et les populations en place ont été malheureusement très malades. Mais bien sûr, non, mais de toute façon, on sait que
Bon, enfin bref, c'est une autre histoire, mais en tout cas, merci Philippe Bourneau, Avec plaisir, c'était Brigitte. vraiment intéressant. Et je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres, vous êtes évidemment l'auteur de la bande dessinée L'incroyable histoire du sexe, avec une nouvelle édition intégrale et augmentée, et puis vous êtes aussi l'auteur de ce roman, Taxithérapie. Ah oui, Taxithérapie qui est une bombe. Hein. Bah oui, Il absolument, il faut le absolument. lire, Taxithérapie. Et Avec on plaisir. en sort anéanti quand on a lu Taxithérapie. Merci, Brigitte. Merci beaucoup Philippe Bourneau, à bientôt. Sandrine, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, première question, justement, est-ce que vous avez un corps qui fait penser que vous êtes une bombe ? Eh bien, des fois, en fait, ça n'est pas vraiment venu de moi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais un corps qui pouvait être associé à une bombe. Ça venait surtout des autres. Ah oui, C'est des quand hommes, j'en ai j'imagine, pris- ou des Oui. femmes ? Non, des hommes, oui. Il y a plus des hommes quand même. Plus des hommes. Et c'est à force de me le répéter que j'en ai pris conscience très tardivement et que j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau. En fait. N'est-ce pas ? Et oui, alors c'est dû à quoi ? C'est les fesses, les seins, les rondeurs ? Je pense que c'est. Alors les rondeurs les miennes sont plutôt standards, mais harmonieuses. On va dire que c'est plus ce que je dégage, une espèce de sensualité. Ah oui. En tout cas, j'aime bien la manière dont vous en parlez aujourd'hui, parce qu'on sent que vous êtes bien dans votre corps, vous l'assumez, et moi, ça me fait plaisir pour vous. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça, Brigitte. Oui. Eh ben, c'est bien agréable. Alors, deuxième question, on en parlait hier du plaisir rapide, mais alors donc la question c'est combien de temps devrait durer le coït pour vous ? Je pense que ça dépend de l'intensité émotionnelle. De mon côté, déjà il y a le fait d'avoir été en manque. Plus on est en manque, plus on a un désir qui est ardent. Et l'intensité du moment peut provoquer un coït assez rapide, je dirais une dizaine de minutes. Et c'est vraiment l'intensité du moment. Donc cette intensité dépend d'un contexte général. Comment on se sent l'autre, le désir, l'envie. Cet aspect brûlant de se retrouver et de communier ensemble, je dirais. Et là, le coït peut être extrêmement rapide. Il peut être plus long, plus lent et en même temps délicieux, mais d'une autre forme. D'accord, mais en tout cas 10 minutes ce serait le temps. Mais vous êtes comme beaucoup de femmes, hein, une fois que vous avez eu votre orgasme, il vaut mieux que ça s'arrête. Hein. Parfois oui, mais parfois non. C'est vrai que ça dépend du partenaire aussi. D'accord. Et dernière question, quel serait votre jouet intime préféré ? Alors, bonne question, Brigitte, parce que moi, j'ai jamais été très très jouet. D'accord. C'est à votre droit, hein. Voilà, parce que j'aime bien le côté nature humain. Mais ces derniers temps, je me suis un petit peu plus exercée en me disant, mais c'est quand même incroyable, toutes ces femmes qui s'amusent comme des petites folles. Moi, pas vraiment. Donc, je me suis dit, tiens, et si je revisitais... Soyons curieuses. Voilà, soyons curieuses. Donc, et alors, lequel ? Et du coup, ça reste très, ça reste tout ce qui est à base de vibrations légères en fait. Voilà, parce que du coup, ça fait comme une caresse, comme un massage, et ça me permet de rentrer dans mon imaginaire et d'oublier que c'est un jouet proprement dit, quoi. De rentrer plus dans mon plaisir. Oui, vous laissez faire et vous vous laissez voilà, emporter. Aller. D'accord. Ouais, voilà. Bon, je crois qu'on va vous en faire tester un, Sandrine. Oui, je crois que c'est prévu. C'est prévu, n'est-ce pas ? Bon, vous pouvez poser une question à Arthur Vernon, je vous en prie, allez-y. Alors, très bien. Alors, j'avais pas de grandes questions puisque parce que je connais pas bien Arthur Vernon. Donc du coup, je suis un peu embêtée parce que du coup, j'avais pas vraiment une question précise. Mais il va peut-être vous poser une question si vous voulez. Hein. Ah excellente idée, on va renverser les rôles. Mais voilà. Après, je vais m'y mettre, je vais me mettre à la connaissance de Monsieur Vernon. Mais je suis prête à l'écouter, c'est mon gage. Oui, très bien, voilà. Je vais vous poser une question parce que d'abord, j'ai beaucoup apprécié toutes les réponses que vous avez données parce que je trouve que c'est très intéressant de mettre en perspective justement la relation sexuelle avec un contexte. Et donc moi, la question que je vais vous poser, puisque vous avez l'air de bien connaître votre corps, est-ce que vous avez eu envie d'expérimenter
on va dire, des relations multiples avec plusieurs partenaires simultanément. Alors l'aspect multiple vient forcément, je pense, dans la conscience, peut-être pas pour toutes les femmes, mais à une certaine maturité de soi. Ça commence par l'idée, ça se poursuit par une sorte de fantasme, et après ça se met en réalité ou pas. J'ai pu, on va dire, m'approcher de ça, sans aller vraiment jusqu'au bout. C'était par petites touches. Et puis, comme je pense qu'il n'est pas très intéressant de faire du prévisionnel et de l'organiser, mais plutôt de faire comme une surprise qui nous arriverait un petit peu comme ça. Et du coup, de se laisser un peu faire, un peu tenter et de voir ce que ça provoque. Je me suis fait peur parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être vachement excitant et vraiment, je me suis fait peur et donc j'ai fait une petite touche et je me suis arrêtée en me disant on verra la prochaine fois. Très bien. Chaque chose en son temps. Exactement, voilà, pour ne pas non plus brûler le désir. Donc je pense que vous agissez très intéressamment. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce que je crois. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir posé cette question, mais la prochaine fois j'en aurai une quand même. D'accord. Merci Sandrine de cet échange. Merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on retrouve Didier. On va revenir sur une chose dont on n'a pas encore parlé, l'échangisme justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et justement on va aborder la question de l'échangisme avec Didier. Et je rappelle que votre bar à fantasmes, le Sweet Paradise, 12 rue Marie Stuart dans le 2e, c'est pas vraiment un club échangiste, mais quand même il s'y passe des choses. Bonjour Didier. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Didier. Donc vous êtes libertin, vous avez été libertin pendant quelques années, hein? Oui, tout à fait. J'étais libertin pendant 8 ans. En plus, comme j'étais célibataire, j'étais réellement libre de tous mes mouvements pour aller dans tout type de réunions, en fait. De soirées, oui. De soirées, de clubs. J'ai pu tester beaucoup de choses différentes. Au départ, c'était un peu la découverte pour moi, d'ailleurs, de voir comment ça se passait, de voir ce qu'il y avait possible de faire. Et après, petit à petit, j'ai affiné mes goûts étant les miens, donc en fait j'ai affiné un petit peu mes pratiques, mais c'était vraiment très intéressant. C'est une période de ma vie que je ne regrette pas du tout, au contraire j'en garde un très très bon souvenir. C'était de quelle année à quelle année qu'on situe un petit peu? De 2006 à 2014. D'accord, oui, donc c'est assez récent. De 2006 à 2014 en étant très très actif, parce que pendant toute cette période-là justement, j'avais toujours une vie sociale, je voyais toujours mes amis, mais je les voyais moins, ou je les voyais pour des déjeuners en semaine le midi. Ah oui, le soir vous alliez en club. Voilà, le soir j'étais occupé. Le soir j'avais d'autres activités, on va dire. Et en fait c'était très intéressant. Moi quelque part je conseillerais le libertinage à beaucoup de personnes, mais il faut être ouvert d'esprit parce que vous allez rencontrer dans ce milieu-là à peu près reproduction de la société actuelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver des PDG comme des ouvriers, des cadres comme des employés. Des oui, jeunes, ça c'est énormément démocratisé, ça c'est clair, oui. C'était réservé à une certaine élite il y a 30 Absolument. ans, et c'est vrai que ça c'est intéressant. Mais maintenant tout le monde est intéressé, enfin beaucoup de personnes sont intéressées par ça, et beaucoup de personnes veulent. Alors tout le monde non, mais toutes les classes sociales. C'est pas voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aussi toutes les cultures? C'est une question, j'en sais rien, Didier. Toutes les cultures, je dirais beaucoup, en tous les cas. Beaucoup. Arthur, vous avez l'air de ne pas être tout à fait d'accord. On va être très clair. Dans la culture musulmane, il y a assez peu de personnes qui sont orientées sur le libertinage. Il me semble, oui. Oui et non. Enfin, pour les femmes, pas trop. Moi, je sais que j'en ai rencontré des musulmans dans ce milieu-là. C'est pour ça que je disais ça. Et que je disais que justement, au niveau culturel, je suis d'accord avec vous, les musulmans sont peut-être moins ouverts là-dessus, dans le sens où ils vont être plus cachotiers. C'est-à-dire que moi, j'étais célibataire, donc je faisais ce que je faisais, mais il y a beaucoup de personnes, notamment des hommes, qui pratiquaient le libertinage sans le dire à leurs femmes. D'accord, et plus des hommes que des femmes, donc? Oui, c'était plus souvent des hommes qui montaient dans leur couple. En tous les cas, les personnes qui sont en couple et qui mentent, c'était plus souvent des hommes que des femmes. De toute façon, c'est de manière générale. Je pense qu'il y avait aussi des femmes. Oui. Et alors la grande question, pourquoi avez-vous arrêté?
que, en fait, je sais pas si Brigitte se rappelle de moi, mais c'est parce qu'en fait... Vous avez rencontré Brigitte. Non, je n'y allais plus à cette époque-là, désolé. Non, mais Brigitte, je la connais depuis mon enfance. C'est elle qui m'a éduqué, oui. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai appris des choses personnelles sur le fait que j'avais été victime d'un pédophile et compagnie. J'ai donc besoin de me refaire, on va dire, psychologiquement parlant, et donc de me concentrer sur moi, quoi. D'accord, mais c'est intéressant parce que ça montre bien, encore une fois, et moi, vous voyez, c'est ce que je répète souvent, c'est que finalement, cette sexualité un peu intensive, au fond, vous a fait du bien. Ah oui, il m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a redonné confiance en moi. C'est très important, quoi. C'est-à-dire vous avez repris en main, si je puis dire, votre pouvoir sexuel, même si, évidemment... le pouvoir de séduction, c'était vraiment très intéressant. C'était l'accomplissement en plus de plusieurs fantasmes que j'avais. J'étais moi-même dans ce milieu-là. Je n'avais pas besoin de me cacher, de dire réellement ce que je pensais, et ça passait. Et ça marchait. Alors que quand on va dans un... Enfin, je sais plus de mon âge, mais une personne qui va draguer en boîte de nuit ou quoi, il y a toujours un peu de paraître, ou même sur les sites internet, les Tinder et compagnie, pour pas le nommer, il y a toujours un peu de paraître, on est toujours obligé un petit peu de se vendre et de mentir un peu. Alors que dans le libertinage, au contraire, moi j'étais très honnête et c'est ce qui est... Oui, tu veux ou tu veux pas, c'est simple, voilà. C'est vrai. On peut critiquer le libertinage, mais il y a un respect et une liberté du corps de l'autre qui existe en principe. Et quand il y en a un qui ne respecte pas ça, de toute façon, il est mis dehors par la meute autour. Hein. Oui, absolument. Ça, par contre, moi j'ai trouvé ça bien dans la communauté libertine. En tous les cas, il y avait on repérait les personnes qui n'étaient pas respectueuses, les personnes qui étaient, et celles qui étaient, on restait entre eux. J'ai remarqué ça aussi, c'est qu'au départ, je connaissais beaucoup de personnes, à la fin, j'avais écrémé beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce que les mauvais comportements ne m'intéressaient pas. Je voulais pas être affilié à des mauvais comportements. Donc oui, vous avez raison, il y a beaucoup de respect dans ce milieu. Notamment au respect des femmes, d'ailleurs. Oui. Et d'ailleurs, par rapport au thème de l'émission sur l'évolution des dernières années, il y a aussi quelque chose, il y a un changement de vocable qui a été très intéressant dans ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine d'années, on parlait encore beaucoup des clubs échangistes. Et on s'est quand même aperçu que l'échangisme n'était pas forcément quelque chose d'extrêmement cool, puisque ça revenait un petit peu à un échange capitaliste. Je te donne ma femme, tu me donnes la tienne. Je te donne mon mari, tu me donnes le tien. Enfin, c'était un petit peu bizarre quand même, alors que l'idée, à la base, c'était quand même une grande liberté sexuelle. Donc la liberté, c'était pas la contrainte de faire du troc ou de l'échange. Et donc, ce changement de vocable, c'est-à-dire que dans les dernières années, c'est devenu des clubs libertins. Alors, c'est beaucoup plus sympathique de parler libertinage, puisqu'évidemment, ça fait référence à des choses, on va dire, historiques, sur le XVIIIe siècle, avec une philosophie beaucoup plus libérée, justement, des carcans sociétaux. Bon, maintenant, dans la réalité, il ne faut pas se mentir, les clubs libertins actuels restent encore majoritairement des clubs échangistes, donc les mentalités ont encore eu un petit peu du mal à évoluer sur cette thématique. Et là, je parle des clubs, se sont beaucoup développés au cours de ces dernières années des soirées privées. Les soirées privées ont moins de codes, moins de règles, et forcément, il y a eu un écrémage, parce que si vous n'êtes pas du tout dans le milieu, vous ne savez pas du tout où se trouvent les soirées privées, mais une fois que vous y êtes un peu entré, les soirées privées, généralement, véhiculent davantage cet esprit de liberté qui, aujourd'hui encore dans les clubs, est un petit peu encore un peu limite, parce que les gens ont peur aussi, hein, c'est légitime, la peur de savoir ce qu'il va se passer quand ils viennent en couple. Est-ce que la peur de perdre son partenaire, que le partenaire est un coup de foudre sexuel sur quelqu'un d'autre et le quitte. Donc il y a plein de mauvais fantasmes également lorsqu'on rentre, de crainte lorsqu'on rentre dans un club, qui sont légitimes lorsqu'on expérimente des nouvelles choses. Eh bien, merci beaucoup Didier, en tout cas de cet échange. On va continuer dans cette deuxième heure sur Sud Radio 0826 300 300 à évoquer les évolutions sur la sexualité. On pourrait parler de la prostitution, de l'infidélité, du couple, de l'engagement, du consentement, enfin bon, de tout ce que vous voulez, puisque vous le savez, on parle vrai. La petite devinette du jour. Pourquoi les lesbiennes sont plus souvent constipées que les hétéros, Arthur Vernon. Vous imaginez bien que c'est une réponse humoristique. Hein. Donc, si vous avez une idée, vous nous la donnez après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est en compagnie de Arthur Vernon que nous évoquons l'évolution de la sexualité des Français. Et je rappelle que l'on peut vous retrouver sur mysweetfantasy.com, un site où eh bien, on peut raconter son fantasme et vous essayer, avec une mise en scène, de permettre à ces gens, à n'importe qui, n'importe quel fantasme, de le réaliser. Et puis vous avez également le Sweet Paradise, ce bar à fantasmes où il y a des spectacles. C'est pas tous les jours, hein, je crois. Alors, on est ouvert du mardi au samedi, de 15h à minuit. Donc, en fait, c'est vrai que c'est très bizarre. Oui, il y a vraiment des spectacles en ce moment, dans l'après-midi. C'est vrai que les spectacles de l'après-midi, on va dire, c'est plutôt une population masculine qui est en réunion. Les gens sont en réunion, ils viennent chez nous. Voilà. Et donc, on a des spectacles érotiques. C'est des spectacles érotiques très chauds. Il y a aussi des petits boudoirs où on peut venir aussi, dans la mesure du possible et évidemment du respect de la loi, réaliser quelques fantasmes. Et le soir, à partir de 20h30, on a des spectacles, on va dire, plus grand public, en tout cas où on retrouve beaucoup de couples qui sont également soit des spectacles érotiques, mais aussi parfois humoristiques, comme le jeudi soir par exemple, une comédie érotico-policière, Meurtre à Sweet Paradise. Le vendredi soir, un casting géant proposé au public en faisant une parodie de l'émission télé Sweet Paradise, un incroyable talent. Et alors, on a parlé du libertinage il y a quelques instants, on a aussi un spectacle pas que destiné aux libertins, mais aussi destiné aux libertins qui s'appelle Red Game, qui est une parodie des séries télé en costume rouge, La Casa de Papel, Squid Game, La Servante écarlate. Et le public est très actif parce qu'il peut participer et il peut y avoir des interactions sexuelles entre spectateurs sur scène grâce à un système de bracelets. On s'assure évidemment du consentement. Tout est fait dans le respect du consentement, mais on peut vraiment s'amuser sur la scène du Sweet Paradise. Très bien. Eh bien, j'attends la réponse à ma devinette. Pourquoi les lesbiennes sont plus souvent constipées ? Alors là, je n'en ai aucune idée, Brigitte. Je vous dis, j'ai dit, la réponse est humoristique. Hein. Parce qu'elles n'ont pas un homme qui les fait chier. C'est tout simplement à cause de ça. Bonjour Tanguy. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Tanguy. Et alors justement, l'homosexualité, Arthur Vernon le disait en début d'émission, il disait que ça c'est quand même quelque chose qui a énormément évolué depuis 40 ans. On accepte volontiers l'homosexualité par rapport à ce qui s'est... Et d'ailleurs, elle était même encore punie par la loi, je crois. Enfin, en tout cas, en 82, c'est en 82, je crois que la loi a été abolie. Tanguy, vous êtes homosexuel, donc comment vous... Oui, vous en diriez ? tout à fait. Non, je suis homosexuel de naissance, je dirais presque. Ça veut dire que très très jeune déjà, vous sentiez attiré par les hommes ? Pas très très jeune, mais ça veut dire que j'ai jamais été attiré par une fille, j'ai jamais eu de choix, je me suis toujours senti homosexuel et j'ai toujours été attiré par des garçons, donc contrairement à ce que certains pensent, c'est pas un choix et on décide pas du jour au lendemain de devenir homosexuel. C'est vrai que c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix qui s'impose à vous, on pourrait dire. Pas du tout. C'est aussi naturel pour moi d'être homosexuel que c'est naturel pour un hétérosexuel d'être hétérosexuel. Et vous avez jamais essayé une femme ? Non, jamais. Ça ne m'a jamais intéressé. Alors que certains homosexuels, en fait, se découvrent parfois un peu sur le tard, et c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'attirance vis-à-vis d'une femme après avoir justement eu des expériences qu'ils se rendent compte qu'ils sont homosexuels. Ouais, non, c'est pas du tout mon cas. Moi. Alors, on dit souvent qu'il y a deux types d'hommes homosexuels. Il y a ceux qui sont un peu, qui rejettent les femmes, et c'est pour ça qu'ils vont vers les hommes. Et puis il y a ceux qui sont attirés par les hommes sexuellement, mais qui ont de bons rapports avec les femmes. Vous metteriez dans quelle catégorie ? Alors moi, j'ai de très bons rapports avec les femmes, j'ai aucun problème avec les femmes, mais je pense que les femmes sentent malgré tout, même si je fais pas homosexuel du tout, je suis pas du tout typé. Non, mais on devine assez facilement en général. D'une famille assez stricte et assez catholique, donc il n'était pas question d'être typé dans ma famille. Mais bon, les femmes ou les filles sentent, je pense, quand elles ont un homosexuel devant elles, et ça modifie malgré tout les rapports avec les femmes. Ben oui, parce que vous n'avez pas la même manière de nous regarder. J'ai des bonnes amies. Vous n'avez pas la même manière de nous regarder, de toute façon, on le sent. Oui, voilà. Je pense que ça se sent tout de suite pour une femme. Mais en général, la plupart des homos s'entendent bien avec les femmes. Mais il y a des homos qui sont vraiment assez, j'allais dire, contre les femmes. Et c'est vrai que c'est la minorité, mais ça existe aussi.
Non, j'ai des très bonnes amies. Je suis ami avec tout le monde tant qu'on me respecte. Et donc, vous considérez vraiment que ça a évolué et qu'aujourd'hui, c'est pratiquement rentré dans la culture ou pas? Non, alors moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand on est adulte, ça se passe bien maintenant, mais je pense que il y a toujours autant, enfin certainement énormément d'adolescents qui se suicident encore parce qu'ils sont homosexuels. Moi-même, ça a été très très compliqué pour moi et j'aurais pu le faire. Dieu merci, je l'ai pas fait parce que la suite s'est très bien passée pour moi. Mais je pense que quand on est jeune, qu'on est ado, qu'on est à l'école et qu'on a des copains, si les copains sentent que vous êtes homosexuel, vous avez quand même toutes les chances de devenir la tête de Turc et de vous faire massacrer par vos copains. Et en famille, ça dépend certainement un peu du milieu. Et encore, je sais même pas si c'est une question de milieu. En famille, il y a pas beaucoup de pères qui ont envie d'avoir un enfant en PD, pour parler crûment. Hein. Un père et une mère, ils se projettent avec leurs enfants, ils veulent avoir des petits-enfants, ils veulent que leur fils se marie. Donc, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit et qui l'acceptent. Mais malgré tout, je pense que c'est toujours très difficile de faire toujours son difficile, certes, mais est-ce que c'est toujours aussi difficile, vous diriez, à ce point-là? Moi, je pense que ça doit pas être facile encore. Après, j'ai pas beaucoup de contact avec des jeunes, des jeunes homosexuels. Donc, je peux pas parler en leur nom, hein, mais je pense que ça doit être extrêmement difficile. On fait croire que c'est bien toléré, que c'est bien accepté. Parce que quand même, on entend beaucoup chez les jeunes, aussi bien des garçons que des filles, d'ailleurs, dire moi je suis bi, moi je sais pas ce que je suis, mais je serai ce que j'aurais envie d'être. On entend quand même ce discours-là de plus en plus dans les 15-20 ans. Hein. Je pense que je suis content pour eux dans ce cas-là. Non, mais je pense que vous devez avoir raison, effectivement, dans certains milieux, dans certains cas. Il y a toujours des difficultés, mais en tout cas, la grande différence qu'on peut noter sur une évolution, on va dire, des 40 dernières années, c'est que d'un point de vue culturel, en tout cas, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus du tout de débat. Oui, non, ça, c'est vrai. Le sujet, il est plié, en fait, et vraiment, il y a une vraie acceptation de l'homosexualité, des homosexuels, et une condamnation très ferme pour tout comportement homophobe. Alors peut-être qu'ils existent, mais c'est pas peut-être, ils existent encore malheureusement, mais en tout cas ils sont très fermement condamnés et on peut espérer, alors peut-être que ce n'est pas encore évidemment parfait aujourd'hui, mais qu'avec on va dire cette vague de fond qui n'est d'ailleurs plus remis en cause par personne, en tout cas publiquement. En France, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment avec la Coupe du Monde au Qatar, évidemment, un pays qui interdit encore l'homosexualité. Oui, je crois qu'il y a encore une quinzaine de pays, entre 10 et 15 pays qui pénalisent même de mort dans certains pays l'homosexualité. Hein. Oui, bien sûr. Là, on parle de la France. C'est toujours bien de le Tout à fait. Et je pense que même en France, évidemment, on a aussi une différence entre Paris, la province. Et plus on est dans des milieux un petit peu reculés, plus ça doit être effectivement compliqué de s'affirmer comme homosexuel. C'est vrai qu'à Paris, il y a tellement de lieux qui sont consacrés, qui sont dédiés aux homosexuels, que je pense que c'est beaucoup plus simple de vivre parisien quand on est homosexuel plutôt que dans un petit village de France, certainement encore. Mais on peut espérer quand même qu'avec la culture dominante, ça puisse évoluer dans un sens positif. Mais vous savez, à Paris, moi j'étais à Paris dans les années 80-90. Ça m'a jamais posé de problème à Paris d'être homosexuel. Déjà à l'époque, je veux dire, des établissements gays, il y en avait partout. Bien sûr. On sortait, on s'amusait, on faisait la fête. Mais ça n'empêche que par derrière, il y a quand même beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal avec ça. Mais vous savez, là où je vous donne raison, Tanguy, c'est qu'on voit chez les sportifs, les artistes, il y a des homosexuels qui l'ont toujours pas dit. Hein. Et alors après, ils n'ont pas à le dire ou à ne pas le dire. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas pour les dénoncer. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on voit bien que ça, c'est quand même un petit sujet tabou. On n'a pas très... Forcément, ils ont plein de followers, garçons, filles, hétéros, etc. Et ils savent très bien que ça leur portera préjudice, a priori.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a encore un petit silence là qui reste. Oui, quand on dit porter préjudice, vous allez peut-être avoir toujours, parce que c'est la culture dans les réseaux sociaux, une petite bande misérable de gens qu'on appelle des haters, voilà, qui vont faire des commentaires désobligeants et haineux. Bon, parce que c'est encore possible malheureusement aujourd'hui, mais c'est le cas sur tout sujet. Maintenant, si quelqu'un fait un coming out aujourd'hui, encore une fois, dans la culture dominante et à l'exception de ces haters, eh bien, ce sera salué. Ce sera salué. Alors peut-être que c'est encore justement salué parce que ça reste malheureusement encore un acte courageux aujourd'hui, alors que ça devrait peut-être être un acte anodin. Après, c'est vrai que je rejoins aussi un peu ce que dit Brigitte, c'est-à-dire dans un monde où le sujet n'existe plus, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, après tout, ça reste du domaine de la vie privée. Et c'est pas parce qu'on est artiste ou sportif qu'on est obligé de raconter ses pratiques sexuelles. Et donc ça devrait être un sujet neutre, tout simplement. Je pense que le plus dur, c'est dans la cour de récré, quand on est adolescent. Parce que, Mais ce qui est dur, je crois, surtout, Tanguy, c'est quand un homme est assez efféminé, c'est ça qui pose problème, parce que du coup, il devient un peu le bouc émissaire des autres mâles, parce qu'il y a toujours une histoire de coq chez les jeunes à cet âge-là. Mais c'est plus son côté un peu efféminé. Il y a parfois des hommes qui sont efféminés et qui sont hétéros. Hein. Ouais, je sais pas, parce que d'un autre côté, avoir un côté efféminé, on n'a pas à se cacher, tout le monde est au courant. D'ailleurs, les filles sont généralement assez attirées par ce genre de garçons. Donc, ils ont quand même des relations sociales. Ils sont pas renfermés dans une bulle où ils sont complètement isolés. Moi, je me souviens très bien quand j'étais ado, j'étais seul au monde pour affronter ça. En famille, ça passait pas du tout. Vous aviez 15 ans, quelle année? Pardon, j'avais 15 ans, quelle année au tout début des années 80. Oui, c'était encore très, très compliqué. C'est vrai. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une évolution importante depuis 40 ans. Ouais, enfin je pense que c'est très compliqué quand on est ado. Alors peut-être moins à Paris, mais on est quand même dans une société où il faut être un mâle. Hein. Quand on est un mec, il faut être un mâle. Et si on n'est pas un mâle, on est un raté, quoi. Vous exagérez un peu, Tanguy, je crois. Non, mais je pense que vous avez eu raison. Mais je pense que ça a évolué. Je pense que ça a un petit peu évolué là, ces dernières années notamment. Il y a beaucoup plus d'ouverture sur le sujet. Et c'est aussi d'ailleurs une demande des femmes, hein, pas simplement une tendance comme ça générale, mais c'est aussi une demande des femmes d'avoir... les femmes n'ont plus besoin aujourd'hui d'être protégées comme elles l'avaient besoin au temps de la préhistoire par un type très costaud. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de genre, de fluidité, parce qu'aujourd'hui, on a justement des codes qui évoluent, rendu possible par une évolution culturelle, économique, comme on l'a rapporté au début. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins d'obligations à la virilité lorsqu'on est un homme, en tout cas. Merci en tout cas, Tanguy, de cet échange. On va rêver dans un instant avec Cécile qui va nous rejoindre. Vous le savez, tous les vendredis, on rêve, on interprète un rêve et vous pourrez peut-être aussi donner votre point de vue parce qu'il y a toujours beaucoup de symbolisme dans le rêve. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Arthur Vernon, les rêves, on rêve tous et ça parle de nous bien sûr. Alors juste avant de donner la parole à Cécile qui va nous raconter son rêve, je voulais juste revenir sur les grandes images qu'il y a dans les rêves. J'en ai retenu quelques-unes. La maison, souvent, le corps, évidemment. Les dents et les cheveux, c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Il y a les animaux, évidemment. Alors, la question de la mort, qui vient dans les rêves. Et puis, évidemment, les bébés. Les transports. Il y a beaucoup de moyens de transport dans les rêves. Il y a la notion de vol, de chute. Quand je parle de vol, c'est de voler, comme les oiseaux. La nourriture aussi. Et puis, évidemment, l'argent. Voilà, ça, c'est un peu les grandes images qu'il y a dans les rêves. Voilà, et la semaine prochaine, on verra justement ce que signifie la maison dans les rêves. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Cécile. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Alors en fait, moi, c'est pas un rêve, mais c'est trois rêves où j'ai toujours le visage d'une petite fille qui doit avoir 1 an, j'imagine. C'est toujours... ce n'est pas moi, je sais que c'est pas moi, c'est plutôt... J'ai la sensation que c'est ma fille. Donc la première fois,
Elle doit avoir... C'est une petite fille qui essaye de marcher, alors, mais je la vois très précisément. Elle est brune, elle a des couettes avec des cheveux ondulés, puis elle marche, vous savez, un peu dans l'herbe là, un peu en titubant comme le font les enfants qui commencent à marcher. Et c'est très précis. Elle a une belle robe blanche, vous savez, un peu à l'ancienne. En bas, il y a comme une dentelle, vous savez, ces petits jupons là à l'ancienne. Et moi, je suis à côté, je suis hyper stressée parce que j'ai peur qu'elle tombe. Je marche à côté d'elle en écartant les bras, et elle me regarde, elle se rigole. Et elle avance, elle part comme si elle m'échappait, vous voyez. Et moi, je suis là, voilà. Bon, voilà. Ça, c'est la première fois. Après, le deuxième rêve que j'ai fait, c'est toujours ce même visage. Je l'ai dans les bras. En fait, elle dort. Je suis assise à l'arrière d'une voiture. Et je vois devant, donc c'est mon chéri qui conduit. Et moi, je suis derrière, mais pas derrière du côté. Vous voyez, derrière le passager. En diagonale, on est, voilà. Oui, Donc, à un moment, il se tourne, il nous regarde. Et elle dort. Et moi, je suis hyper, je fais que dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, voilà. C'est pareil, c'est un flash. Et la troisième fois où j'ai encore rêvé de bébé, en fait, je me suis réveillée d'un coup, je me rappelle plutôt vraiment la fin. Je me réveille d'un coup, et j'avais l'impression que je dormais avec elle. Et j'ai ouvert les yeux, en pleine nuit, il faisait noir. Il a fallu que je reprenne mes esprits, que je touche. Je me dis, pourquoi il y a personne à côté de moi? Parce que mon chéri était en déplacement. Il n'était pas là, je dormais seule cette nuit-là. Et j'ai dit, non, mais je suis seule. Non, mais t'as craqué, quoi. Non, il n'y a pas de bébé. Voilà. Après, bon, voilà. Après, peut-être que vous voulez que je vous donne des précisions sur moi ou pas? Bah, écoutez, déjà, vous en avez dit beaucoup sur vous, quelque part. C'est mes rêves, hein. Oui, Voilà. bien sûr que ce sont vos rêves, j'ai bien compris. Alors, évidemment, la première interprétation qu'on pourrait faire, c'est vous avez peut-être envie d'avoir un bébé, etc. Mais ce serait une interprétation qui serait un petit peu trop directe, vous voyez. Je pense plus que ce bébé, c'est un peu vous. Et que quelque part, vous êtes dans une période de votre... alors, je vais dans une interprétation totalement comme ça, puis après, on verra ce que ça parle chez vous, dans ce que je vous dis, et ce que ça parle pas, parce que c'est ce qui parle chez vous qui compte, c'est pas ce que je dis. Et donc, vous êtes dans un moment de votre vie où quelque part, vous avez envie d'aller vers autre chose, de vous mettre au monde, si je puis dire, différemment, avec une certaine... Moi, j'aime bien cette idée de robe blanche, donc on repart d'une manière, vierge, si je puis dire, du passé, comme si peut-être cette nouvelle vie que vous avez avec ce chéri qui quand même vous emmène, puisque en voiture, on voit que c'est lui qui conduit, qui vous emmène. Et vous êtes sereine quand il vous emmène. En revanche, quand vous êtes seule, quelque part, vous ne savez pas s'il est vraiment là ou pas, le bébé, vous voyez. Donc, c'est aussi lui qui serait peut-être votre Pygmalion. Voilà ce que je peux dire de votre rêve. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça... Oui, ça me parle, parce qu'en fait, moi j'ai 48 ans. J'ai 2 enfants et je suis de mariage précédent. Une ado, une fille qui a 17 ans et un petit garçon qui a 10 ans. Et donc, je me suis séparée et là, j'ai refait ma vie et je suis très heureuse, très amoureuse de mon chéri. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Lui, il a 10 ans de plus que moi, il a 57 ans et il n'a jamais eu d'enfant. Et en fait, c'est son grand malheur. Et on en parle. Alors, je fais que me dire que c'est pas raisonnable. Bon, on n'a aucun moyen de contraception. On se dit on verra bien parce que j'ai quand même 48 ans. Bon, ça ne marche pas. Ça fait à peu près 1 an. En fait, on n'essaie pas vraiment de le faire, l'enfant, mais on prend des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis on va laisser faire la nature. Et c'est vrai que parce que pour moi, les enfants c'est vraiment des cadeaux, c'est des concrétisations de l'amour. J'ai du mal à concevoir une histoire d'amour sans enfant. Donc je pense que c'est ça moi qui me travaille. Et puis aussi de voir mon compagnon qui veut ça, lui il aimerait beaucoup en avoir. Il avait privilégié sa carrière professionnelle, donc c'est ce qui fait qu'il n'a pas eu d'enfant. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est mon Pygmalion aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, donc et je me laisse porter aussi par lui. Mais bon, voilà. Voilà. Donc il y a un peu les deux, sans doute que ce bébé qui revient sans cesse, il
il est peut-être un désir assez conscient, mais je crois quand même qu'il y a chez vous une métamorphose qui est rentrée en jeu là depuis 2-3 ans, depuis que vous l'avez rencontré. Et c'est peut-être ça qui me paraît plus intéressant dans votre rêve. C'est vrai parce qu'en plus on a 9 ans d'écart. Donc des fois je me sens, voilà, il y a une protection, il m'apporte une protection qui me fait du bien aussi. C'est peut-être le moment de vraiment vous réaliser vous. Et je pense que vous avez raison, vous avez arrêté la contraception, vous verrez bien et vivez ça librement et laissez faire le destin. Mais je pense que c'est plus vous mettre au monde vous qui est intéressant que de l'idée de devenir à nouveau mère. Oui, parce que en fait, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de cet enfant. Il y a des jours où je me dis mais non, mais t'es folle, parce que je suis quand même assez indépendante, hein. Je fais des soirées avec mes amis et je me dis mais non, quand même t'as une liberté. Remettre ça encore une fois, oui, vous savez ce que c'est, hein, vous en avez eu 2. Oui. Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est vraiment intéressant, puisque bon, vous me racontez ces 3 rêves, et puis moi je suis là pour éventuellement vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous psychiquement. Je pense qu'il faut vraiment comprendre. Là, actuellement, en plus, vous êtes à un âge intéressant parce que c'est un âge où il y a encore plein de choses qu'on peut faire, mais en même temps, on passe à une autre étape, vous voyez. Et je crois que c'est vraiment intéressant que vous compreniez la femme que vous êtes aujourd'hui et que vous avez vraiment envie de le laisser s'épanouir. Je pense que c'est vraiment ça que votre rêve indique, me semble-t-il. Arthur, vous avez envie d'ajouter quelque chose peut-être ? Oui, après, donc j'entends parfaitement évidemment l'interprétation, Brigitte, c'est tout à fait possible, mais est-ce que vous avez l'impression que vos rêves sont des rêves agréables ou moyennement en fait ? Les 3 ? Est-ce que ça vous fait plaisir de voir cette petite fille ? Est-ce que vous en ressentez une forme de bonheur là quand vous vous réveillez ? Oui, mais j'ai peur, ça me fait peur. Ah, bah voilà, oui. Ça me fait peur aussi. Mais oui, quand même, c'est une sensation de bonheur. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai envie d'avoir un enfant parce que j'aime mon compagnon et que je veux lui faire plaisir, ou si c'est... Alors ça, ce serait quand même intéressant, Cécile. Vous allez prendre une feuille de papier, vous allez faire un grand trait au milieu et vous allez mettre d'un côté les côtés positifs et les côtés négatifs, les bonnes raisons d'avoir un enfant, les mauvaises. Essayez de faire quelque chose de très concret qui va vous... Alors vous allez avoir du mal au début à remplir les deux côtés, mais essayez de mettre au moins 10 trucs de chaque côté et vous verrez, une fois que vous laisserez reposer, qu'est-ce qu'il en ressort. Ça peut être un petit travail qui va vous aider à... Oui, d'accord. Oui, je vais suivre vos conseils. Merci Cécile en tout cas. Allez, merci, on se retrouve dans un instant avec notre Love Conseil, aimant pour amant. C'est intéressant déjà. Hein, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. À mon avis, vous allez l'aimer ce Love Conseil Arthur Vernon. Alors, ça s'appelle aimant pour amant. C'est vrai que c'est pas toujours facile de dire si on est vraiment excité. Il y a des couples qui n'osent pas vraiment communiquer sur leur envie, ils savent pas dire s'ils ont envie un peu, beaucoup ou pas du tout. Et puis, à force de ne pas évoquer ses désirs, on espace les rencontres intimes et c'est quand même bien dommage. Donc voilà une petite solution très ludique. Vous allez utiliser 2 aimants que vous allez disposer, pourquoi pas, sur le réfrigérateur, enfin en tout cas sur un meuble métallique. Et puis, chaque partenaire va le déplacer au gré de ses désirs. Donc, il y aura un aimant masculin, un aimant féminin, hein, enfin, ou 2 aimants, si vous êtes homo, du même sexe, on s'en fout. Et puis donc, vous allez décider que le centre, l'endroit torride de votre libido, et puis les extrêmes, et puis chacun va disposer son aimant à la distance qui correspond à son humeur du moment. Ça va éviter à l'homme de faire des avances en vain si madame a mis son objet tout à fait très très loin du centre. Et puis, parce que c'est vrai qu'à force de se faire jeter, généralement, les hommes, ils finissent par plus oser demander, et c'est toujours au détriment de la sexualité du couple. Et puis, c'est un autre avantage, parce que si la femme, pendant des semaines, met son aimant très 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 loin sur la banquise, elle va peut-être se rendre compte que leur couple n'a pas fait l'amour depuis très longtemps et qu'elle a peut-être des pannes de désir et qu'il serait peut-être temps d'y faire quelque chose. En tout cas, je trouve que ce dispositif, c'est parfois mieux qu'un long discours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah oui, c'est très rigolo, effectivement, et très parlant aussi. Oui, je trouve que ça peut... et puis c'est ludique, voilà. Bon, faut pas que ça se termine en pugilat, évidemment. Hein. C'est pas l'objectif.
Lundi, on parlera avec Pascal Neveu de notre premier amour et de notre première relation sexuelle, qui n'est pas toujours la même chose. Et on essaiera de comprendre l'influence que ça a sur notre vie amoureuse ou notre vie sexuelle. C'est vrai que ça a une influence. Notre cerveau, il oublie rien. Oui, surtout c'est un pareil moment. N'est-ce pas? Et puis on accueille Arnaud Rioux. Bonjour Arnaud. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes auteur de nombreux ouvrages, plus ou moins grand public. Mais celui-ci particulièrement, je l'ai trouvé très grand public et franchement, c'est un livre qui pourrait aider beaucoup de gens qui ont envie d'être un petit peu plus dans cette fameuse pleine conscience. Je déteste ce mot, hein, je vous préviens tout de suite. Mais bon, c'est le mot à la mode que tout le monde comprend. Ça s'appelle « Se révéler quand les sagesses ancestrales nous guident sur notre chemin de vie ». Alors, vous avez écrit ce fameux best-seller, hein, « Réveiller le chaman qui est en vous ». Là, vous avez eu envie, je crois, hein, d'écrire quelque chose d'un peu plus grand public, plus ludique. D'un peu plus grand public, et puis aussi un livre qu'on ne puisse ni classer. Moi, j'aime pas rentrer dans les cases, j'aime pas rentrer dans les sillons, donc je voulais ni que ce soit connoté spiritualité, ni développement personnel, j'aime pas ce mot-là non plus. Je veux vraiment que ce soit un livre grand public qui s'adresse à chacun juste pour se trouver, pour être plus heureux, mieux dans ses pompes, mieux dans ce monde un peu agité en ce moment. Et donc voilà, quelque chose qui soit un livre de bons conseils aussi, le livre d'un ami qui accompagne au quotidien, qui donne des pistes, qui propose des méditations, qui n'apporte pas de solutions. J'aime bien dire que le livre ne répond pas à toutes les questions, mais invite à se poser d'autres questions pour prendre de la hauteur dans cette situation, dans cette période un peu agitée. On a besoin de prendre un peu de hauteur, je crois. On sait en tout cas que beaucoup de gens vont mal. À votre avis, pourquoi ? Il y a plusieurs thèmes, et puis c'est vrai que la période du confinement a vraiment, on n'en a pas fini. Il y a encore comme une onde après l'onde, la grande onde, qui fait que il y a une quête de sens. On a vraiment besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. Il y a une coupure avec la nature qui fait que quand on est coupé de la nature, alors qu'on fait partie de la nature, il y a un moment où ça va plus. Et puis un grand individualisme dans ces pays occidentaux qui a sur les 40-50 dernières années, où aujourd'hui on en paye un peu le fruit parce que ça peut plus nous épanouir de la même façon. On rêve plus des mêmes choses. Mais vous pensez pas que cet individualisme, il est dû aux peurs que justement parce que on a conscience que le mode occidental, il est peut-être en fin de cycle, que finalement le capitalisme, ça marche pas si bien qu'on aurait pu l'espérer. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on se replie sur soi, que c'est pas vraiment de l'individualisme. Je sais pas ce que vous en pensez. Arthur, vous pouvez réagir aussi, hein, bien sûr. Il y a une période, pour moi, on est dans il y a une opposition beaucoup entre l'Orient et l'Occident, où l'Orient a vraiment plongé en soi. Quand on cherchait une réponse, on cherchait par la méditation, on cherchait par l'introspection à aller mieux, là où l'Occident cherchait en permanence pour aller mieux, à développer son confort matériel. Aujourd'hui, on est à une rencontre un peu entre les deux mondes, et on peut très bien cohabiter. On peut pas aller bien tout seul. Si on va bien soi-même, et puis qu'on se rend compte que le monde est part en cacahuète, on peut pas franchement être heureux, on peut pas être épanoui aujourd'hui. Souvent, quand on me demande comment tu vas, je vais un peu comme le monde, quoi. C'est-à-dire, si je vais bien, si je suis heureux dans mon couple, mais dès que je regarde par la fenêtre, je vois les gens qui font la manche, je vois les gens qui se cherchent. On peut pas être vraiment épanoui si les autres le sont pas. Donc il y a cette conscience globale qu'on est obligé d'avoir aujourd'hui, quoi. Oui, bien sûr, mais si on va pas bien soi-même, on peut pas être bien avec les autres non plus. On peut pas non plus. Donc c'est un cercle qui est vertueux ou qui est vicieux, hein, quand Gandhi dit « sois le changement que tu veux voir dans ce monde », c'est certain que si on fait la paix déjà nous-mêmes avec nous-mêmes, puis qu'après qu'on élargit, qu'on fasse la paix, ça pas simplement dans nos familles, dans nos couples, avec nos amis, mais qu'on fasse la paix dans nos relations, qu'on aille vers plus de douceur, apaiser un peu notre colère, apaiser un peu nos peurs, apaiser un peu notre illusion, notre saisie, notre jalousie, et puis c'est valable dans tous les domaines, quoi, dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, c'est valable partout, quoi. Alors, se révéler, c'est le titre du livre. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? C'est l'image qui m'est venue en écrivant, c'est vraiment quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, je faisais beaucoup de photos, et il y avait une magie quand je révélais la photo, parce que d'un seul coup, c'était déjà là, l'image était déjà là, et quand on la passe au révélateur, on voit le visage. Et moi, depuis 30 ans que j'accompagne des groupes, que j'accompagne les hommes et les femmes à se trouver, à se révéler, il y a un moment où dans le visage, on aperçoit la brillance du regard, on aperçoit le sourire,
qu'on aperçoit l'authenticité. Et pour moi, se révéler, c'est peut-être descendre un peu plus en soi pour révéler notre authenticité, ne plus vivre une vie pour faire plaisir aux voisins, aux compagnes, aux compagnons, aux patrons, à la famille, etc. Mais vivre vraiment la vie qui correspond à notre vocation, qui correspond à nos valeurs, et c'est vraiment ça la révélation. Il n'y a pas quelque chose à acquérir, il y a plus Mais des je trouve que conditionnements ce à que vous abandonner. venez de dire est vraiment très intéressant, et je vais même ajouter que il est intéressant de regarder ces photos à différentes époques de sa vie, parce qu'on voit bien sur des photos, sur des instants figés de son visage, qu'est-ce qu'on ressentait, si on était réellement épanoui ou pas. Et je dirais même que c'est peut-être plus intéressant de se faire prendre en photo et d'examiner sa photo que de se regarder dans le miroir. Ça me fait penser à ça, ce que vous venez de dire. Oui, surtout que moi, quand je regarde des photos, par exemple, qui ont 25 ans, je me trouve plus vieux sur les photos il y a 25 ans, parce que le visage est plus dur, le truc est plus... Le regard est souvent... Le regard est dur, il n'y a pas cette pétillance de l'enfant. Moi, je trouve vraiment tellement que la beauté des hommes et des femmes n'a rien à voir avec la plastique, de se refaire le nez ou les lèvres, ça n'a rien à voir avec ça. On est beau quand il y a quelque chose qui brille dans le regard, quand il y a quelque chose qui est vivant, qui est animé, en fait, qui vient de l'intérieur. Mais c'est tangible, c'est pas des mots. On le voit quand quelqu'un est épanoui, quand il est aligné, quand il est heureux de faire ce qu'il fait, quoi. En même temps, c'est un cheminement, et c'est ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous écoutent, et votre livre aide beaucoup. Alors évidemment, révéler ses émotions et ses sentiments. Moi, je suis toujours frappée, j'écoute les gens depuis 22 ans, comment les gens ont du mal à évoquer ce qu'ils ressentent, et quand ils parlent de leur peur, par exemple, derrière le mot peur, ils savent pas mettre autre chose. Oui, puis on a un réflexe, si quelqu'un a peur, le réflexe du bon copain ou de la bonne copine, c'est de dire « n'aie pas peur ». T'es en colère, calme-toi. Et donc on va comprimer ces émotions qui sont en fait comme des indicateurs sur le tableau de bord qui nous signalent que nos besoins sont ou sont pas satisfaits. Et donc c'est bien de regarder la peur en face et de se dire qu'est-ce que la peur dit de moi, comment je peux la transformer. Est-ce que c'est une peur qui m'emprisonne? Est-ce que c'est une peur qui m'empêche de faire quelque chose? Il y a des peurs qui nous... Voilà, moi j'ai peur de sauter en parachute par exemple, mais ça m'empêche pas de vivre. En revanche, si j'avais peur d'exprimer mes émotions à la radio alors que je suis auteur, ça serait plus embêtant. Donc c'est vraiment de regarder est-ce que les peurs qu'on a, elles nous empêchent de vivre, est-ce que c'est des sentiments, est-ce que c'est des émotions, et à ce moment-là de les regarder en face, parce qu'elles nous apprennent quelque chose de nous. Ouais. On dit dans la sexualité qu'une peur, ça cache toujours un désir, Arthur Vernon, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui, bien sûr, et c'est souvent aussi un moteur indirect dans les mécanismes du désir dans le cerveau. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je trouve que la sexualité, justement, s'il y a un terrain où il y a de la peur, c'est bien dans la sexualité, parce que peur de qu'est-ce que le compagnon va dire, qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que moi-même, si je me révèle... Parce qu'on se révèle, justement, si je me révèle dans ma sexualité, est-ce qu'on va pas dire de moi que je suis bestial, ou que je suis, etc. Donc la peur du regard, elle est forte dans la sexualité, ou peur d'être comparé, ou peur de pas être à la hauteur. Combien il y a d'hommes qui ont peur de pas être à la hauteur, ou de pas pouvoir faire jouir leur partenaire. Combien il y a de femmes qui ont peur de ne pas satisfaire leur... La peur, elle est partout, en fait. Dans la sexualité, je trouve que c'est le terrain qui est oui, bien sûr, c'est bien pour magnifique, ça que alors que pourtant, elle apporterait la joie, normalement. Ça peut quand même servir à ça, quoi. Apporter la joie, le cœur et la conscience, quoi. C'est quand on amène la sexualité, qu'on y met de la conscience, qu'on y met du jeu, ça nous permet quand même d'ouvrir notre cœur, ça nous permet aussi d'ouvrir notre conscience. Alors, dans la spiritualité, moi j'ai eu ma petite période comme ça, très dans la spiritualité, etc. Et j'ai été très frappée que beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, dans la spiritualité, Arthur Vernon, ça va vous intéresser, ils ont zappé la sexualité. Et ça me paraît quand même impossible, moi. Je comprends pas comment on peut pas commencer par le bas, quoi. Enfin, je veux dire... Il y a quelque chose que je dois te dire, Brigitte, c'est que quand j'ai été invité, on a fait une émission ensemble il y a 3 ou 4 ans, on a beaucoup parlé de sexualité, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont posé des questions, qui posaient des questions sur la sodomie, sur la fellation, sur la masturbation, qui sont des questions que tous les couples se posent, auxquelles j'ai répondu spontanément en tant qu'homme, etc. Mais quand je suis rentré, le nombre de messages que j'ai eus de gens qui me disaient, mais comment en tant qu'enseignant spirituel, vous pouvez parler de masturbation et de fellation ou de sodomie? Mais moi, je parle pas de ça, je parle de l'humanité. L'humanité, c'est pas le haut ou le bas, c'est le haut ou le bas. Et le bas, on a vraiment besoin de... Et c'est souvent coupé, la représentation chrétienne, le diable, l'étymologie, c'est diabolo, c'est ce qui est double. Il y a ce qui est saint, ce qui est lumineux en haut, et en bas, c'est mal, c'est sale. Mais sous la ceinture, on va te dire, ça, tu vas parler de ça, c'est encore sous la ceinture.
écoutez, je suis désolée de vous avoir provoqué autant non, moi de j'ai mauvais adoré. Et il n'y a pas que les religions, puisque Platon, quand il parle d'immanence et de transcendance, c'est à peu près la même thématique. La sexualité, c'est l'immanence. On essaye d'en sortir justement par une élévation qu'est la transcendance. Mais vous avez raison, les philosophes, ils parlent pas beaucoup de sexualité non plus, à part peut-être Michel Onfray, Spinoza, qui a quand même parlé beaucoup de la libido, mais c'est vrai. Là où justement, dans l'Inde traditionnelle, dans le tantra, on va plonger dans nos racines, justement. On va plonger, on va expérimenter, plutôt que de se dire non, ça n'existe pas, c'est mal, c'est sale. On va plonger, parce que dans la sexualité, tout ce qui se passe sous la ceinture, il y a la vie. Et la vie, effectivement, passe par la peur, passe par la fusion, passe par la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la jalousie, toute la vitalité, en fait. Et pour moi, c'est le terrain spirituel d'expérience, parce qu'avec ça, on ne peut pas se raconter d'histoire. Il me semble, oui, il me semble, en effet. Et c'est pour ça que j'ai toujours pas compris pourquoi on zappe dans la spiritualité. Autant de gens zappent, pas tous, heureusement. Je pense qu'il y a aussi un peu l'image de la pulsion humaine, et que justement, l'objectif de la spiritualité est de maîtriser les pulsions. Oui, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Puis comment maîtriser une pulsion si on ne la regarde pas en face ? On va revenir justement sur la question de la pulsion. Est-ce que les pulsions nous permettent de nous révéler ? On est avec Arthur Vernon et Arnaud Rioux, et puis on va vous aider justement à vous révéler, mais on va partir du bas et on va essayer d'arriver jusqu'en haut. Il nous reste pas beaucoup de minutes, mais on va faire vite, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Arthur Vernon qui milite toujours pour libérer la sexualité. Il y a du boulot, vous avez compris, parce que on a parlé de pleine conscience hier, je crois, justement, avec Julia Palombe. On parle aujourd'hui de se révéler grâce au livre de Arnaud Rioux qui est avec nous et qui vient de sortir aux éditions Albin Michel. Enfin, il est sorti déjà il y a quelques temps, je crois. Et vous parlez beaucoup on a parlé de la peur. Et là, justement, on abordait la question de la pulsion. La pulsion, c'est quelque chose dont on n'est absolument pas responsable, qui finalement nous traverse. C'est pas une émotion. C'est une sensation. C'est une énergie, et responsable ou conscient, notre rôle, c'est justement de mettre de la conscience sur la pulsion. C'est une énergie, et plutôt que de se dire, moi, j'ai marché sur le pied, c'est pas de ma faute, c'est de se dire, qu'est-ce qui m'a amené à cette pulsion, que ce soit pulsion de faire mal ou pulsion sexuelle. S'il y a un terrain où les pulsions sont fortes, c'est dans les pulsions sexuelles. Malheureusement, on le voit beaucoup dans la pulsion couples, les abus, agressive aussi. Je trouve est intéressante peut-être à évoquer pour ceux qui nous écoutent, Arnaud Rioux, parce qu'on a tous des pulsions agressives, une envie de tuer le voisin qui nous a fait chier, la voiture qui nous a fait une queue de poisson, on a cette pulsion agressive qui pareil, est complètement niée, et c'est dommage parce que ça parle de nous de toute façon. Et pour moi, plus on va le voir, moins on risque de passer à l'acte. Bien sûr. Mais souvent, on se promène dans la rue, il y a une petite vieille qui se prend un poteau, notre premier réflexe, c'est qu'on va rire, et puis tout de suite après, excusez, ça va, vous n'êtes pas fait mal. Donc on peut avoir de la cruauté, de la compassion à la même seconde. On peut avoir ces héros Thanatos, pulsion de vie, pulsion de mort à la même seconde. On a envie de faire du bien, et puis on est au bord de la falaise. C'est quoi la réaction quand on est au bord de la falaise ? On se dit, c'est beau le paysage, et j'ai envie de pousser. Et s'il y a quelqu'un devant, on va avoir envie de pousser. On va pas passer à l'acte. J'espère. Mais on peut avoir cette sensation en même temps. Et comme elles sont occultées, ça peut nous amener à passer à l'acte. Et notamment dans la sexualité, Dieu sait si dans les couples, justement, beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être sûrement plus d'hommes, ont des pulsions qu'ils ont du mal à accueillir, à pacifier, et donc du coup peuvent devenir violents, intrusifs, etc. Ou carrément sans érection. Parce que il y a aussi ce côté chez l'homme, s'il a peur de son agressivité, et du coup il bande plus. Ouais. Oui, Arthur, vous avez l'air de me regarder comme si j'inventais un truc. Je veux bien vous croire, Brigitte. Moi, j'ai vu ça avec la violence, par exemple, des hommes qui me disaient, mais moi, si jamais je lâche ma violence, je vais tout casser. Et donc, ils gardaient ça pour eux. On sentait que l'estomac allait pas très bien, qu'il y avait une colère incroyable, mais la pulsion n'était pas assumée. Des fois, mieux vaut taper un grand coup sur la table en disant, il y en a marre, c'est pas possible. Et puis, ça libère, on se sent mieux derrière. On va faire un sport D'ailleurs, la boxe sert à ça. Bien sûr. Et puis j'aime bien aussi le chapitre sur à l'écoute
de vos besoins. Parce qu'au fond, on a toujours tendance à penser que nos besoins, ils nous viennent de notre culture, de notre éducation, et puis parfois on se rend compte à 40 ans qu'on n'est pas du tout dans sa vie, quoi. C'est ça. Et souvent, si on n'est pas à l'écoute de nos besoins, ce qui va se passer, c'est qu'on va se plaindre, ou on va critiquer, ou on va reprocher à l'autre. C'est la faute, voilà. C'est la faute de l'autre. Donc on va par exemple dire à son compagnon ou à sa compagne, ah, c'est à cette heure-là que tu reviens, tous les soirs, tu rentres à 9h du soir, plutôt que de dire, j'ai besoin en fait qu'on vive une intimité tous les deux, et j'aimerais bien qu'on passe un temps, 1 fois, 2 fois par semaine, où on est vraiment une belle soirée pour nous. Mais comme on n'est pas toujours, on ne sait pas si c'est un besoin d'intimité, si c'est un besoin de complicité, si c'est de sortir, ou de quelque chose de nouveau. Et comme on a du mal à identifier le besoin, on va être dans le reproche et dans la critique. Et ça, il y a tellement si on se connaît pas dans ses besoins, on risque d'avoir une communication très, très négative, très toxique en fait dans le couple. Alors il y a d'autres choses, hein. Enfin, de toute façon, je l'ai dit, hein, c'est un livre très grand public qui permet peut-être à chacun de mieux comprendre comment justement on peut devenir soi, hein. Enfin, le titre c'est se révéler, bien sûr, mais c'est devenir soi et non pas rester celui qu'on a été. Et dans se révéler, il y a se libérer aussi, parce qu'on a tellement de potentiel souvent, parce que c'est vrai dans la vie professionnelle, où on vit un métier qu'on n'a pas vraiment envie de vivre, où on vit avec quelqu'un alors qu'on n'est plus amoureux et qu'on a peur d'eux, où on n'ose pas, il y a tellement de choses qu'on n'ose pas, et en fait se révéler, c'est aussi se libérer de nos peurs, c'est se libérer de nos conditionnements, c'est vraiment aller de l'avant, quoi. Se révéler par le lien, c'est un chapitre aussi. Oui, parce que la relation à deux nous parle tellement de nous, et bien sûr on peut se révéler par la méditation, partir dans une grotte, c'est quand même un peu plus rare, mais dans le quotidien, je trouve que quand on regarde la relation, et bien sûr la relation amoureuse, c'est un terrain magnifique pour se révéler. Mais même l'amitié et même les relations, même l'amitié. Je trouve, quand on est en colère contre quelqu'un, ou quand très souvent c'est parce qu'on a été blessé par exemple, et je trouve que si on n'essaye pas d'abord d'entendre sa colère et de l'analyser, on va finir par peut-être rejeter l'autre, alors que simplement il nous a blessés, et si on peut lui dire qu'il nous a blessés, le lien va se renforcer. On dit dans le lien que quand on montre quelqu'un du doigt, il y a un doigt pointé vers l'autre et 3 doigts pointés vers nous, parce que quand on parle de l'autre, on parle aussi de nous. Oui. Et pour ça, la relation, c'est une bonne occasion, mais pour ça aussi, sortir du tu as fait ceci, tu as fait cela, et se dire j'ai besoin, j'aimerais, je te demande, est-ce que tu es d'accord de rentrer dans une relation plus responsable aussi, plus mature. On a besoin de rentrer dans cette relation plus mature. Évidemment. Bon, en tout cas, je l'ai dit, c'est un livre grand public, formidable. Se révéler, c'est aux éditions Albin Michel. Quand les sagesses ancestrales nous guident sur notre chemin de vie, comme je dis souvent, l'important c'est de prendre le chemin. Donc, vous achetez le livre, vous commencez à lire, et puis vous serez sur le début du chemin. Je vous le donne pas parce que je veux le garder. Désolé, Arthur Vernon, désolé. En tout cas, vous, Arthur Vernon, on peut vous retrouver du mardi au samedi au Suite Paradise à Paris, dans le 2e. Et puis bien sûr sur votre site mysuitefantasy.com que vous avez fondé avec Flore Chéri, où là on peut se libérer de ses peurs, raconter ses désirs, ses fantasmes. Exactement, passer par l'écrit en envoyant un petit mot, écrire son fantasme déjà, première étape. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Et sinon vous allez voir des spectacles au Suite Paradise. Merci beaucoup à tous les deux, merci à tous. Et puis bien tout de suite vous allez retrouver C'est votre avenir. Et je l'ai dit, lundi, on sera avec Pascal Neveu. On va parler de nos premières fois amoureuses, premières fois sexuelles. On se souvient tous de notre premier amour, parfois complètement fleur bleue et qui n'a pas été plus loin. Et on se souvient bien sûr de notre première relation sexuelle, mais pas forcément avec pénétration. C'est peut-être ça aussi qui serait intéressant à évoquer lundi.